Voilà, chers amis, nous entrons dans la deuxième séquence de notre après-midi avec un panel de contributions et d'informations diverses. Bienvenue à celles et à ceux qui nous rejoignent en cours de route. Ceux qui étaient présents l'an dernier se souviennent certainement de l'excellente table ronde qui portait sur les critères éthiques pour l'investissement financier dans les nouvelles technologies. Le père Éric Salobir, dominicain, qui est président de la Human Technology Foundation, avait animé un échange très riche auquel avaient participé, vous vous en souvenez certainement, Ariane Bucaille, qui était la responsable monde de la filière technologie chez Deloitte, Romain Lavaux, qui est général partner chez Partech, Stanislas de Quentin, juriste, spécialiste des crypto-monnaies. La Human Technology Foundation allait déposer un rapport sur cette question au gouverneur de la Banque de France avec un framework. Depuis lors, une année s'est écoulée et nous mesurons, depuis l'été dernier, combien les technologies ont encore évolué et à très grande vitesse. L'année dernière, en juillet, nous n'avions jamais entendu parler, en tout cas moi, de ChatGPT. Et aujourd'hui, tout le monde s'interroge sur la puissance de transformation portée par l'intelligence artificielle générative. Quelle transformation pour l'économie? Quelle transformation pour la société? Quelle transformation pour la vie intellectuelle? Quelle transformation dans la vie ordinaire ou pour la vie ordinaire cette nouvelle technologie va-t-elle apporter? Et nous remercions vraiment de tout cœur la Human Technology Foundation de son engagement dans ce domaine et de sa participation à cette deuxième journée de la finance intégrale afin de continuer à nous éclairer et à nous aider à approfondir notre réflexion en la matière. Et j'invite maintenant à monter sur scène Victor de Salins et Thomas Delage de Lugé. Victor de Salins fait partie, comme Thomas d'ailleurs, de l'âge de Lugé, font partie de cette génération qui est née, a grandi, pas la mienne, avec les nouvelles technologies. Victor, qui est là, est actuellement chef de projet au sein de la Human Technology Foundation, qui porte justement la réflexion sur les nouvelles technologies. Il va être interrogé pour rendre cet échange un peu plus vivant par Thomas Delage de Lugé, qui est directeur de projet Finance et Stratégie au Fonds du Bien commun. Donc je vous laisse 20 minutes pour aborder cette thématique, nous éclairer sur cette thématique qu'on a appelée « Investissement responsable dans la tech » après une année de recherche, place à la mise en pratique, un cas d'usage, l'intelligence artificielle générative. Thomas et Victor, à vous la parole. Merci beaucoup, Don Pascal André, pour cette introduction. Merci, Victor, de te rendre disponible aujourd'hui pour venir partager à cet auditoire tout ce que vous avez fait au cours de ces 12 derniers mois. Peut-être, alors l'introduction de Don Pascal André était très, très claire, mais juste en une phrase ou deux, si tu pouvais, pour toutes les personnes qui ne connaissent pas forcément ce think tank, si tu pouvais juste rappeler un petit peu quel est l'objectif que vous cherchez à faire et qui vous êtes concrètement. Merci mon père, merci Thomas pour votre accueil. Donc la HTF est une association créée par le père Éric Salobir, qui est prêtre dominicain, membre du Conseil national du numérique et consulteur auprès du Saint-Siège sur ces sujets d'impact des technologies. Notre objectif, c'est de contribuer au développement de technologies au service de l'humain, qui soit plus éthique, plus humaine, plus responsable. Et pour ça, on est à la fois un think tank, on mobilise un réseau de chercheurs, de partenaires pour faire avancer la réflexion sur ces impacts. Donc ça donne lieu à de la production de rapports, d'événements, récemment sur l'IA générative, sur le partage des données de santé par exemple, ou sur l'identité numérique. Et un autre versant de nos activités, c'est de rendre cette réflexion opérationnelle, de créer des outils, des méthodes pour aider les entreprises, ou là en l'occurrence les investisseurs,
intégrer ces impacts dans leur méthode d'investissement ou de développement dans la tech. Donc, opérationnaliser cette réflexion pour changer la manière de construire la technologie. Génial. Et je pense que la table ronde juste avant illustrait l'appétence des investisseurs d'avoir ces sujets opérationnels et plus seulement théoriques. Alors, l'année dernière, comme le mentionnait Don Pascal André, vous avez remis un rapport. Est-ce que tu pourrais rapidement représenter les différentes parties qui étaient contenues dans ce rapport, notamment pour les personnes qui n'étaient pas là ou qui, depuis 12 mois, n'ont pas pris le temps de retourner sur le site de la Human Technology Foundation pour se rappeler de ce contenu? Le point de départ de ce rapport qui est important, c'est un triple constat. Le fait que, ça a été dit, la technologie occupe une place grandissante dans notre société, dans nos vies à tous. Elle a un impact très fort. Mais ces impacts ne sont pas pris en compte dans les outils ESG à l'heure actuelle. Ils ne sont pas adaptés pour différentes raisons, on pourra revenir dessus. C'est ce qu'on a analysé dans la première partie du rapport, qui est plutôt une partie de recherche, d'analyse des outils ESG. Ensuite, on a cartographié les impacts de différentes technologies, notamment l'IA ou les réseaux sociaux, avant ensuite de proposer un framework, qui est donc un cadre d'analyse, une méthodologie, pour permettre aux investisseurs de se saisir de ces sujets. Ok, très clair. Donc, comme le mentionnait Don Pascal André, on va faire un point de focus sur l'intelligence artificielle générative. C'est assez particulier parce que le contexte des levées de fonds est aujourd'hui assez morose et pour autant ces différentes structures qui proposent ces solutions-là lèvent des montants absolument faramineux, des montants généralement à 3 chiffres. Est-ce que tu pourrais nous montrer pourquoi et comment les frameworks traditionnels de l'ESG ne permettent pas de couvrir, ne permettent pas de répondre à la question simple, est-ce qu'il est éthique d'investir dans telle ou dans telle autre société? Pourquoi ils sont incomplets. Nous, on a identifié 4 points principaux là-dessus. Le premier, c'est que certains de ces impacts de la technologie sont absents de ces frameworks. Si on prend par exemple les risques de désinformation, l'impact sur la santé, sur les relations sociales, sont des choses qui sont absents des frameworks ESG traditionnels, que ce soit des grilles d'analyse utilisées par des VC ou dans le private equity, ou des frameworks, des cartes de matérialité, pensez aux cartes par exemple proposées par SASB, qui vont prendre un secteur et poser des zones de risque. Ces zones de risque, ces zones d'impact ne sont pas présentes. Et donc quand on pense par exemple à ChatGPT, le risque de désinformation, l'impact sur les relations sociales viennent tout de suite à l'esprit. Pourtant, c'est des choses qui ne sont pas prises en compte ou mesurées. Premier point. Le deuxième, c'est la question de la granularité de ces zones d'impact. Si on prend SASB, il y a la question de la privacy, de la donnée personnelle, mais ça ne va pas dire est-ce que c'est un risque de collecte abusive des données, de mésutilisation de ces données à des fins pour lesquelles l'utilisateur n'a pas consenti, ou par exemple de risque de fuite de données. Et à chaque fois, sur ces 3 exemples, par exemple, où ChatGPT est concerné, et pourtant, c'est souvent mis dans un seul panier, data privacy. Troisième point, la technologie est un secteur dont les limites sont très floues et ce ne sont pas uniquement les producteurs ou les développeurs de technologie qui sont concernés et donc pas uniquement les investisseurs dans la tech qui sont concernés par ces sujets. Les utilisateurs de technologie, et là-dessus l'IA générative est un très bon exemple, quand on utilise un système d'IA générative, on est concerné par ces impacts. Et ce n'est pas parce qu'on ne le produit pas qu'il ne faut pas regarder ces sujets. Et le fait que, par exemple, est-ce que Amazon est une entreprise tech ou de retail? Est-ce que Blablacar est une entreprise de mobilité ou une entreprise de la tech? C'est un secteur dont les limites sont assez floues. Et donc, prendre une carte de matérialité, on va prendre un secteur technologie et y coller des risques, ce n'est pas forcément quelque chose d'adapté. Et le dernier point sont les spécificités propres à la tech, faites de start-up, d'entreprises qui grossissent très rapidement, qui se développent très vite, et des spécificités propres à chaque technologie. Les impacts de l'IA ne sont pas les mêmes que ceux des réseaux sociaux, et au sein même d'une technologie comme l'IA, selon les cas d'usage que l'on a, pour un même algorithme, on peut avoir des zones d'impact complètement différentes, selon qu'il soit utilisé dans la santé, dans la finance ou dans l'agriculture, par exemple. Très clair. Alors, ce que je trouve très intéressant, c'est ce que tu viens de décrire, c'est qu'en réalité, il n'y a pas que l'investisseur dans l'entreprise de tech qui est concerné, mais vous, ce que vous avez cherché à creuser et maintenant à rendre de manière plus concrète, plus opérationnelle, en fait, ça s'adresse à tout le monde, aux utilisateurs, aux différentes parties prenantes, j'imagine également aux régulateurs, etc. Donc, honnêtement, extrêmement intéressant. Tu
Tu nous disais tout à l'heure que donc, votre framework consiste en 3 parties. Première partie sur le cadre d'analyse. Moi, je serais très heureux de t'entendre sur, en fait, qu'est-ce que ça donnerait d'utiliser ce cadre d'analyse, encore une fois, au secteur de l'intelligence artificielle générative. Pour ça, on peut prendre 2 exemples. L'utilisation de l'IA générative dans le domaine médical pour, par exemple, identifier des protéines ou créer de nouveaux médicaments, réaliser des diagnostics médicaux. L'utilisation de l'IA générative, qui parlera peut-être plus aux personnes dans la salle, à des fins de productivité pour rédiger des mails, résumer des réunions, etc. Le framework, il est construit de manière très simple, et on l'a voulu comme cela, en 3 parties. D'abord, les impacts positifs de la technologie. Sur le premier exemple, ça peut améliorer le diagnostic médical, améliorer la santé des gens, et donc là-dessus, on s'est basé sur les objectifs de développement durable de l'ONU, qui est plein d'inconvénients, mais qui est une structure partagée par beaucoup d'investisseurs au niveau international. Et donc, il y a différents SDG sur les questions médicales. Il y a aussi des objectifs de développement en termes d'innovation et de productivité, et le deuxième exemple rentrerait dans cette case-là. Sur les impacts négatifs, il n'y avait pas de structure existante. On a créé une structure exhaustive de tous les impacts négatifs possibles d'une technologie. Il y a 8 grandes zones d'impact qui sont ensuite détaillées. Donc sur les exemples là, par exemple, dans le domaine de la productivité, utiliser une IA générative dans le travail, ça pose des questions de données personnelles, de risque de surveillance de ce que fait l'employé, de données confidentielles, pour ne citer que 2 zones, et des questions de relations sociales au travail. Voilà. Et si on peut ajouter également les questions d'impact en termes d'emploi, avec la disparition possible de certains emplois ou types d'emplois. Voilà, c'est impact positif, impact négatif. Et la dernière catégorie, c'est le contexte, la prise en compte du contexte de l'entreprise, des actions que les entreprises peuvent mettre en place. Les impacts, ce n'est pas quelque chose de figé, de statique, sur lesquels les entreprises ne peuvent pas agir. On a voulu sur cette partie proposer des actions possibles en suivant l'état de l'art pour que les entreprises limitent ces impacts négatifs et contribuent aux impacts positifs. Si on pense à l'IA générative, ça peut être la mise en place d'une charte éthique de l'IA, la mise en place d'outils pour vérifier que ces outils ne créent pas de discrimination, de la transparence pour expliquer les sources. Il existe des outils, des manières de faire ressortir les sources des résultats de ces modèles. Voilà. Donc c'est toute la gamme d'actions que les entreprises peuvent mettre en place pour limiter ces impacts négatifs. Très clair. Donc, premier point, cadre d'analyse, tu viens de nous le décrire avec les points positifs, négatifs, mais aussi qu'est-ce que peut faire l'entreprise pour se prémunir des risques qui sont identifiés. Le deuxième point qui va intéresser probablement l'auditoire, c'est sur la méthodologie. Comment un investisseur peut se saisir, peut appliquer cette méthodologie quand il se retrouve face à une option d'investissement. Ce framework a été construit pour des investisseurs et par des investisseurs. Donc on l'a voulu très flexible pour qu'il puisse s'intégrer aux méthodologies existantes sur ces questions de finances responsables, de ESG, que ce soit juste une brique ajoutée sur la partie tech. Donc elle est très flexible et elle permet de répondre à différents besoins. Par exemple, une analyse rapide en phase de due diligence, une analyse rapide pour identifier les grands impacts à assez haut niveau, donc un premier niveau d'analyse. Voilà. Est-ce qu'il y a un problème sur l'impact sur la santé, les contributions de la technologie. Un deuxième niveau d'analyse pour entrer plus dans le détail, par exemple pour préparer un board, nous, les VC avec lesquels on travaille, ils utilisent ça pour préparer les boards avec les startups avec lesquelles ils travaillent. Ou alors, et le dernier niveau d'analyse qui rentre plus de préparer la mesure d'impact et des plans d'action dans les discussions avec les entreprises. Et donc le framework et l'outil, on en parlera, qui lui sera lié, est aussi fait pour être utilisé dans les discussions avec les entreprises pour proposer des actions et voir comment répondre aux impacts qui ont été identifiés. Super clair. Et donc du coup, j'imagine qu'une des questions un peu permanentes que vous avez, c'est de dire, quand on gagne une entreprise, quand on regarde une start-up, quand on cherche à investir, on voit de manière assez évidente des effets positifs, de manière assez évidente également des effets négatifs. Et j'imagine qu'après, la grande question, c'est de savoir comment on réconcilie ces deux et comment on finit finalement par arbitrer et répondre à la question. Oui, tout à fait. Nous, là-dessus, encore une fois, ce qu'on propose est assez flexible et c'est pour ça que le dernier niveau, les derniers éléments sont des informations, des indicateurs qui permettent, on n'a pas encore construit de score sur ces sujets, mais on propose tous les éléments pour le faire. Et
parce qu'il y a autant d'impact que de cas d'usage de ces technologies. Et donc, si on prend l'exemple par exemple des réseaux sociaux, si vous voulez distinguer les impacts rien que sur la désinformation entre TikTok, LinkedIn ou Microsoft Teams, pour une même technologie qui est un réseau social, vous avez besoin d'indicateurs, de ressources pour aller plus loin et identifier en fonction du cas d'usage de l'entreprise, de comment elle s'est construit et de comment elle applique cette technologie. Donc c'est ce qu'on propose avec ces éléments, des ressources, des exemples de controverses pour aller plus loin. Donc en réalité, vous ne cantonnez pas l'analyse à la technologie en soi, mais c'est à chaque fois le triptyque technologie, usage et contexte. Tout à fait. Très clair. Extrêmement éclairant, Victor, merci beaucoup. Donc toute cette partie vraiment théorique qui est liée au cas d'analyse, à la partie de méthodologie et à la production des indicateurs, ça c'était le résultat de 12 mois de travail. Maintenant vous êtes en train vous avez passé 12 mois sur un autre sujet qui est vraiment la partie implémentation. Comment concrètement est-ce qu'on s'équipe quand on est investisseur pour pouvoir répondre à ces questions? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et quels sont les segments de clientèle, je dirais, avec lesquels vous avez commencé? Alors on a commencé par chercher à diffuser ce framework qu'on a présenté au gouverneur de la Banque de France à différents événements de finance, sur ces questions d'ESG, de finances responsables, à l'international, notamment au Canada, où on travaille de manière rapprochée avec Finance Montréal, avec la Banque Royale du Canada. En France avec Amundi, la Banque Postale, et avec la Banque du Vatican, donc, qui étaient tous partenaires du projet et sponsors de ce projet. On a ensuite réalisé des auditions d'investisseurs, plus particulièrement de VC. On a priorisé le domaine du private equity et du capital risque pour différentes raisons. Parce que c'est un domaine sur lequel la technologie est plus directement liée et qui nous semblait plus actionnable tant qu'on n'avait pas de score et d'aspect quantitatif liés au framework. Donc on a créé un prototype qu'on a testé, réalisé des auditions d'investisseurs pour comprendre leurs besoins sur ces sujets. Et là, on est en train de lancer un partenariat avec une start-up ESG qui propose une plateforme 360 sur l'ESG pour rendre disponible aux investisseurs ce framework de manière opérationnelle. Parce qu'on n'est pas une agence digitale où on n'a pas les compétences, nous, en interne, pour créer un outil qui viendrait proposer ce framework. Et donc, on passe par un partenariat là-dessus l'outil devrait être disponible dans les mois qui viennent. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà, et donc ça c'est la première étape à destination principalement du prêt equity et du capital risque. Et ensuite on a d'autres projets pour faire vivre ce framework et le proposer, ce qui peut être utilisé aussi bien par des entreprises comme outil d'auto-analyse, par des acteurs de la donnée ESG ou la notation ESG que d'autres types d'investisseurs. Merci beaucoup. Donc, effectivement, la start-up d'hier devient un jour l'entreprise cotée. Et donc maintenant, j'imagine qu'il y a aussi des structures dans l'asset management un peu plus traditionnelles, dans les actifs listés, qui également se posent la question du choix éthique de l'investissement. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que vous avez vocation à leur proposer? Oui, tout à fait. Certains de nos partenaires de nos partenaires asset managers sont déjà saisis du sujet en créant un score à partir du framework. Comme il présente la structure, les indicateurs, le travail derrière est vraiment facilité pour créer un score là-dessus. Et on l'a pensé comme tel pour que chacun puisse saisir de ces éléments et créer son propre score. C'est quelque chose d'important parce que il y a la question de la disponibilité des données ESG derrière, mais aussi de la pondération des différentes zones d'impact. Quand on parle d'impact sur la santé, sur les relations sociales, sur l'environnement, ce sont des choses tellement différentes que chaque investisseur doit appliquer ses propres pondérations entre les zones d'impact pour créer un score. Et d'ailleurs, je crois, c'est ce qui était précisé pendant la table ronde juste avant, c'est que c'est vraiment de la responsabilité de l'investisseur de décider qu'est-ce qu'il va privilégier. Et effectivement, tu illustrais 3 cas précis d'externalité positive ou négative. La question, c'est de savoir laquelle on privilégie et sur laquelle on va se concentrer. OK, donc l'outil pour le monde du VC disponible d'ici quelques mois, le framework déjà applicable pour l'asset management classique sur les actifs listés, et peut-être qu'un jour même vous proposerez vos propres outils de scoring et vos propres grilles d'analyse pour ces acteurs. Tout à fait, on y réfléchit en tout cas, tout en essayant de garder une flexibilité là-dessus. Mais effectivement, on y réfléchit et on a déjà des pistes, notamment sur appliquer à certaines technologies. Parce que ce qui est important
dans ces scores, c'est qu'ils s'appliquent à un niveau d'une technologie. Par exemple, si on prend l'IA générative, on ne pourrait pas avoir un score qui serait cohérent avec les réseaux sociaux, l'IA ou la blockchain, qui sont des technologies sur lesquelles on a travaillé. Il faudrait vraiment que ce soit un niveau technologique assez fin. Et par notre travail de think tank, de recherche sur ces sujets, on pense être capable sur certaines technologies de pouvoir faire cela. Alors, on se disait juste avant le début de l'intervention que en fait, Apple avait annoncé le lancement d'un nouveau casque de réalité virtuelle. Donc, en fait, là, on avait pensé vous parler d'intelligence artificielle. En réalité, dans la tech, les sujets évoluent à une vitesse assez hallucinante. Donc, j'imagine qu'une part de votre boulot, c'est aussi de rester extrêmement à la connaissance, extrêmement au fait de chacune de ces technologies et de pouvoir à chaque fois estimer et proposer des réflexions sur les technologies. Tout à fait. On met à jour le framework et notamment ces indicateurs, ces informations, ces ressources en fonction de l'évolution des technologies pour se maintenir à l'état de l'art sur la recherche en termes d'impact de technologie, d'éthique. C'est quelque chose qui évolue vite, peut-être pas aussi vite que le rythme de développement des technologies malheureusement. Mais par exemple, ce matin, je faisais l'exercice sur le casque de réalité virtuelle d'appliquer le framework à différents cas d'usage liés à ce casque. Et c'est très intéressant, enfin, ça s'applique très bien et ça faisait ressortir beaucoup d'impact. Et je vous invite à faire l'exercice, à aller lire le rapport et voir qui présente donc le framework et à prendre des exemples d'applications de technologies que vous avez ou même d'entreprises technologiques et à vous poser des questions, à voir comment les deux matchent et comment appliquer ce framework à des exemples. Et vous verrez que ça fait naître beaucoup de questions et d'interrogations. Super. Écoute, merci beaucoup. Donc, l'objectif, trouver un facteur commun entre ces différentes technologies. Et écoute, j'espère que tu t'inscriras à l'adresse mail que Don Pascal André nous a montré tout à l'heure. Je pense que ce sera très éclairant, au moins sur ce sujet technologique. Victor, un grand merci. En tout cas, on est vraiment très heureux de vous avoir reçu 2 années consécutives. Première fois pour que tu nous expliques quel a été le contenu, enfin pour que notamment le père Salubir, nous explique un peu le cadre théorique où est-ce que vous en étiez. Là, on voit que vous avez fait un pas en avant assez majeur sur l'aspect opérationnel. Donc, si parmi vous il y a des acteurs du VC, écoutez, allez voir Victor qui va vous expliquer comment et où trouver les informations sur ce fameux outil qui va vous aider. Pour les investisseurs qui sont plutôt liés à l'asset management traditionnel, vous avez ce framework à disposition. C'est votre responsabilité d'aller le regarder et de l'implémenter en interne chez vous. Mais vous pouvez aussi venir nous voir et discuter avec nous. On sera heureux de vous présenter le framework plus en détail, ses applications, et on peut aussi accompagner dans la mise en place, pas uniquement les VC, mais aussi on peut accompagner la mise en place du framework pour les asset managers ou autres. Ça fait partie de notre vocation d'association. Super. Écoute, merci beaucoup Victor, et du coup j'espère à l'année prochaine. Merci à tous. Un grand merci à Victor de Salins et à Thomas de l'Age de Lugé. Oui, il faut absolument, Victor, s'inscrire sur l'adresse mail de tout à l'heure, puisque la finance intégrale et le projet d'élaborer un guide pratique de l'investissement intégral, ce n'est pas une finance nostalgique qui serait déconnectée de la réalité. Penser aujourd'hui l'économie ou penser la finance sans technologie, c'est juste avancer les yeux fermés. Donc évidemment, il faut intégrer toutes ces problématiques nouvelles dans la réflexion. On voit combien le discernement éthique est indispensable à l'égard de chacune de ces nouvelles technologies qui se met en place. Et de fait, il faut essayer d'arriver à suivre. Donc certainement que vous avez beaucoup de travail à la Human Technology Foundation. Donc merci pour ce travail. On reste en lien et votre compétence dans ces matières nous est vraiment très importante. Merci Victor aussi de transmettre au père Salubir et à toute l'équipe de la Fondation notre grande estime et notre grande gratitude. Nous passons maintenant à un autre sujet. Vous savez tous que l'Académie pontificale des sciences sociales a publié en novembre 2022 le document Mensuram Bonam, avec comme sous-titre « Mesures basées sur la foi pour les investisseurs catholiques, un point de départ et un appel à l'action ». Ce document a été
très attendu. Il s'agit maintenant, puisqu'il est sorti, d'y prêter attention, de le lire, de se l'approprier pour nourrir notre réflexion et notre responsabilité morale d'investisseurs. Pour nous présenter ce document du Saint-Siège, j'invite Jean-Baptiste de Françu et don Jean-Rémy Lanavert à monter sur scène. Jean-Baptiste de Françu, vous l'avez reconnu, c'est celui qui n'est pas en clergyman. Jean-Baptiste de Françu est le président de l'IOR ou de l'IOR, l'Institut pour les œuvres de religion, aussi appelé habituellement Banque du Vatican. Il est le président de cette institution depuis 2014. Cher Jean-Baptiste, je suis très heureux de votre présence aujourd'hui parmi nous, car elle me donne l'occasion de vous remercier publiquement. Vous avez été, j'en ai vraiment été le témoin, vous en avez été avec le cardinal Turkson, vous avez été à l'origine de la rédaction de ce document, Mensuram Bonam. Je peux témoigner que sans votre persévérance, dont Jean-Marie pourrait aussi témoigner, sans votre persévérance, ce document n'existerait pas aujourd'hui. Donc merci infiniment pour ce service exemplaire de l'Église à travers l'IOR et à travers Mensuram Bonam. Je vous laisserai la parole 5 minutes pour nous expliquer la genèse de ce document et ce qui a présidé à la rédaction de Mensuram Bonam. Et ensuite, je céderai la parole à don Jean-Rémy Lanavert, qui aura, lui, 15 minutes pour nous partager le contenu de Mensuram Bonam, dont Jean-Rémy a été présenté tout à l'heure, rapidement pour ceux qui nous ont rejoints en route. Dont Jean-Rémy Lanavert est un prêtre de la communauté Saint-Martin, docteur en philosophie, directeur adjoint de l'École supérieure de philosophie et de théologie de la communauté Saint-Martin, membre du comité exécutif et du comité de pilotage de Procléro, un des rédacteurs des cahiers Pro Persona. Avec Pierre Delauzin, qui n'est malheureusement pas là aujourd'hui car il intervient en ce moment dans un autre cadre à Rome, et moi-même, dont Jean-Rémy a suivi de près l'élaboration de Mensuram Bonam depuis le début. C'était en quelle année ? 2016. Donc, dont Jean-Rémy peut en parler très à propos de ce document. Cher Jean-Baptiste, je vous laisse la parole en premier. Et c'est d'abord pour vous retourner à la politesse, Père, parce que si la communauté de Saint-Martin n'avait pas été aussi présente et nous avait pas tant aidé pour sortir ce document, ça aurait été encore plus difficile que cela n'a été. Donc merci Père, et merci à vous également Père. Bravo pour la table ronde de tout à l'heure, j'ai trouvé ça très intéressant de croiser toutes ces idées. J'ai une conviction que je n'ai pas entendue, mais c'est au fond que l'ESG prend ses racines dans la doctrine sociale de l'Église, parce que l'ESG n'a rien inventé que nous n'avions pas dit dans la doctrine sociale de l'Église, au-delà du fait que la doctrine sociale de l'Église, sur certains aspects sociétaux, va évidemment beaucoup plus loin, va même affirme un certain nombre de choses qui ne sont pas reprises dans l'ESG. Je ferme cette parenthèse, mais cette parenthèse m'aide aussi à dire que c'est ce qu'on essaye d'illustrer dans ce document Mensuram Bonam, qui reprend bien ce lien entre ESG et ce que les Anglais, un terme anglo-saxon qui est pas mal parce qu'il a des initiales, c'est toujours pratique les initiales, Faith Consistent Investment, donc l'investissement consistant avec cohérent avec la foi, c'est un peu plus long, ça sonne moins bien. C'est ce qu'on essaye de démontrer dans cette publication. Alors, dont Pascal André m'a donné exactement 5 minutes, donc il faut que je me dépêche. D'abord pour vous dire comment est-ce qu'on est arrivé à vouloir publier ce document. C'est très simple. Notamment quand je suis arrivé à la Banque du Vatican il y a presque 10 ans, l'état des portefeuilles était quand même un petit peu surprenant. D'un côté, au balcon de Saint-Pierre, qui est à quelques mètres des bureaux de la banque, le Saint-Père proclamait un certain nombre de choses, et dans la vie quotidienne de la gestion de notre institution, mais également d'autres institutions du Vatican, on faisait exactement le contraire.
toujours sous le même aspect, tout à fait louable évidemment, c'est de dire mais si on n'a pas telle et telle valeur, la performance du portefeuille sera peut-être moins bonne. Donc ça, c'est un changement culturel qui prend du temps. Et pour réaliser ce changement culturel, quelquefois, rien de mieux que des initiatives un petit peu dynamiques. Et donc c'est ce qu'on a essayé de faire avec le cardinal Turkson, sachant en plus que la problématique n'est pas simplement une problématique du Vatican, la problématique est également une problématique de l'Église catholique globale. Parce qu'en réalité, la matière financière est une matière totalement décentralisée, très souvent reprise au niveau national par les conférences épiscopales qui ont, comme en France, mis en place un certain nombre de règles visant à introduire une gestion éthique, donc qui répond aux critères de la foi catholique, mais pas toujours. Et c'est même pas parce qu'il y a des initiatives de la conférence épiscopale dans un pays donné que les congrégations ou les diocèses du dit pays respectent ce que la conférence épiscopale leur a donné. Donc cette problématique de relative incohérence entre ce que l'on prêche et ce que l'on fait au Vatican, finalement, on le vit un peu partout dans l'Église globale, et donc il fallait prendre une initiative. Alors ça, c'est le but de Mensura Bonam, c'était de créer cette initiative avec une idée très précise. Si vous ne gérez pas encore votre argent en respectant des critères de la foi catholique, vous devez commencer, mais si vous le faites, vous devez continuer. C'est un domaine dans lequel on n'est jamais arrivé, c'est un effort permanent, et donc l'appel de Mensura Bonam, c'est un appel pas simplement de commencer, mais c'est également un appel de continuer dans ce domaine. Et de continuer dans ce domaine, ce n'est pas simplement l'exclusion, ce n'est pas simplement l'engagement, mais c'est également l'impact. Et c'est ça le contenu essentiel qui nous sera résumé par vous, Père, dans 2 minutes, de Mensura Bonam. L'autre aspect qui est important, c'est que Mensura Bonam, c'est un début, ce n'est pas une fin. Et donc je vous annonce déjà que le 2 et le 3 novembre prochain, au Vatican, le Vatican organise une grande conférence autour de ce thème de l'investissement cohérent avec la foi catholique, sachant que on sait que le Saint-Père a souvent eu des mots assez durs par rapport au marché financier, par rapport à l'économie, par rapport au monde capitaliste, mais que le Saint-Père ne s'est encore jamais prononcé sur ces problématiques-là, et c'est un thème sur lequel on travaille avec le Saint-Père, et on espère qu'il pourra y avoir une communication de sa part sur ces aspects-là, ce qui est important. Autre aspect dans la dynamique Mensura Bonam, très importante, c'est la formation. Et là encore, une initiative très particulière va être prise en France pour commencer sur les aspects de formation. J'étais très intéressé d'entendre l'initiative que vous allez prendre, Père, avec la communauté et votre groupe de travail, et qui sera annoncé à la Toussaint. Mais cet aspect formation, il est très très important dans l'ensemble des échelons des personnes en charge de la gestion d'avoir de l'Église catholique ou d'institutions liées à l'Église catholique. Tout ça est important, pourquoi ? D'abord parce qu'il faut se souvenir qu'aujourd'hui, il y a des études une étude notamment qui a été publiée très récemment, il y a 6 000 milliards d'euros dans le monde qui représentent la finance religieuse. Si vous prenez les musulmans, les juifs, les bouddhistes, les chrétiens, 6 000 milliards d'euros. Sur ces 6 000 milliards d'euros, il y a à peu près 1,6 à 2 000 milliards d'euros qui sont la finance chrétienne. Vous imaginez ce qu'on est capable de faire avec ces 1 600 milliards, voire 2 000 milliards d'euros, si on commence à gérer cet argent en respectant les éléments clés de notre foi, l'impact que l'on aura sur les marchés financiers. Vous en parliez tout à l'heure également, Père. Les marchés financiers sont là pour nous aider à transformer la société. D'autres groupes ont, dans le passé, utilisé les marchés financiers pour faire changer la société, pour faire évoluer la société dans une certaine direction. Nous, chrétiens et catholiques plus particulièrement, sommes tout à fait en mesure d'avoir une telle action, un tel impact, si on utilise plus intelligemment les marchés financiers. C'est ce que l'on souhaite dans Mensura Bonam, et je vous passe la parole, Père. Merci. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Alors, dans le quart d'heure qui nous attend, l'exercice va être compliqué parce que mon objectif est de vous présenter donc le contenu de ce texte de 52 pages au format A4 téléchargeable, donc gratuitement en ligne, en plusieurs langues, mais de vous le présenter sans que vous vous disiez, eh bien, puisque nous en avons eu un résumé, un digest, eh bien, cela nous dispensera de le lire, puisque le fruit escompté de cette présentation est précisément que nous l'ayons tous lu à un moment. Par conséquent, je me suis dit qu'il fallait que je m'inspire de l'art de la bande-annonce. Une bande-annonce en dit assez d'un film, non pas pour que l'on se dise « eh bien, je n'ai pas besoin d'aller voir le film », mais au contraire, j'en sais assez pour me précipiter le jour de sa sortie
dans une salle de cinéma. La bande-annonce n'a pas vocation à se substituer au visionnage du film, mais à l'inverse, elle a pour vocation d'y conduire. Puisse donc cette présentation de Mensuram Bonham en être une bande-annonce, un teaser, et puissiez-vous, au terme de ces quelques paroles de présentation, vous ruer sur Mensuram Bonham, parce que le teaser en aura été irrésistible. Alors, que trouve-t-on dans Mensuram Bonham? Au-delà de la structure du texte, avant-propos, introduction, deux parties, conclusion, appendice, bibliographie, on trouve, je pense, 4 éléments dont on mesure qu'on en a besoin pour avancer sur ce sujet. D'abord, ce qu'on trouve dans Mensuram Bonham, c'est une source de motivation, une impulsion, une inspiration pour une mise en route. Le texte comprend précisément dans son sous-titre « Appel à agir ». Nous le savons, il y a 2 types de discours. Il y a ceux dont on dit après avoir entendu l'orateur « il a bien parlé ». Et il y a ceux dont on dit après avoir entendu parler l'orateur « eh bien, allons-y maintenant ». Sous-entendu, retronçons-nous les manches et mettons-nous au travail. Mensuram Bonham entend précisément appartenir à la 2e catégorie de discours. Le but n'est pas simplement de bien comprendre, mais d'être incité à agir, à faire des choses, à se mettre en mouvement. Et je redis la finalité de la publication qui a été mentionnée par Jean-Baptiste, mais que je redis. L'objectif de cette publication, je cite, est double. Là où existent des lignes directrices et des critères d'investissement, les entités devraient être encouragées à persévérer dans l'intégration systématique de la doctrine sociale de l'Église dans leur politique d'investissement et à l'ajuster si nécessaire de temps à autre. Deuxième finalité, là où de telles lignes directrices n'ont pas encore été élaborées, Mensuram Bonham fournit un stimulant et un modèle ou un exemple pour aider et encourager les institutions à établir des politiques d'investissement claires en intégrant la DSE dans leur processus d'investissement. Donc c'est le premier élément, c'est un appel à agir et à faire des choses, à se mettre en mouvement. Ensuite, Mensuram Bonham comprend un exposé des principes de l'investissement inspirés de la foi catholique ou du Faith Consistence. Quelles sont les orientations fondamentales offertes par la foi catholique ainsi que par la doctrine sociale de l'Église? C'est toute la première partie du document. D'abord, des aperçus tirés des Écritures et la tradition de l'Église, et ensuite un rappel des principes fondamentaux de la doctrine sociale de l'Église, augmentés et explicités par rapport à l'exposé qu'on peut en trouver dans le compendium de la doctrine sociale de l'Église. L'originalité et la valeur ajoutée de cet exposé, c'est le mode d'exposition qui comprend des questions à chaque fois, permettant déjà de réfléchir par soi-même à ce que l'énoncé des principes suscite en nous comme réflexion. Et ce qu'on trouve aussi comme apport, je trouve, quant au mode d'exposition, c'est un tableau avec, pour chacun des principes retenus, 2 entrées. D'abord, implication pour l'investissement, donc chacun des grands principes de la doctrine sociale de l'Église, eh bien, on lui fait correspondre des implications possibles pour l'investissement. Et puis aussi, une 2e entrée, des questions pour un discernement. Alors, je peux peut-être donner donner un aperçu. Par exemple, si on prend le principe de solidarité, quelles implications pour l'investissement? Par sa dignité et ses talents, chaque personne a un rôle indispensable dans le plan de Dieu pour la création et le salut. La solidarité ouvre à la participation, permettant à chacun de contribuer à ce qui est nécessaire pour prospérer ensemble. Et puis des questions pour un discernement. Les personnes sont-elles respectées ou transformées en marchandises? L'impact social est-il rassembleur ou diviseur? Comment la générosité de la nature est-elle valorisée et préservée pour les générations futures? Cet investissement augmentera-t-il ou affaiblira-t-il la confiance sociale? Et cela pour chacun des grands principes de la doctrine sociale. Ensuite, le 3e élément qu'on trouve, après un appel à l'action et après un rappel des fondamentaux de la doctrine sociale de l'Église, ce qu'on trouve, ce sont des lignes directrices pratiques à partir de la formulation des principes. Et de ce point de vue-là, Mensuram Bonham prend l'exemple du GPS. Il faut que je retrouve ça. Non,
je ne retrouve pas, mais peu importe. C'est l'image effectivement du fait que Mansour Bonham se veut comme un GPS qui nous indique une route, qui nous donne un peu une feuille de route pour concrètement essayer d'agir. Et il faut bien situer le niveau auquel se trouve Mansour Bonham. On n'est pas encore au plan du guide pratique de l'investisseur catholique, ça tombe bien parce que ça nous laisse du travail. Donc Mansour Bonham a anticipé le fait qu'on pouvait continuer à avoir des projets. Mais c'est une étape intermédiaire entre d'un côté les principes et de l'autre l'action concrète. Alors 4 lignes directrices sont identifiées. D'abord, l'engagement, et notamment à travers l'engagement actionnarial. Donc ça fait partie des lignes directrices pour un investissement qui est conforme à la foi. Ensuite, la deuxième ligne directrice, c'est celle de l'amélioration, où il s'agit de contribuer positivement et de manière proactive à faire en sorte qu'un investissement apporte du plus et surtout du mieux dans la vie économique. Et c'est là que le document aborde la question qu'on a abordée dans la table ronde tout à l'heure, du rapport existant entre la doctrine sociale de l'Église et les critères ESG. Ensuite, la troisième ligne directrice, c'est celle de l'exclusion, parce qu'existent des incompatibilités, et du reste, l'appendice du document a pour but de présenter des incompatibilités, en sachant que ce sujet-là avait suscité pas mal de controverses, parce que c'est vrai qu'à l'intérieur de l'Église catholique, il peut y avoir des désaccords sur certains sujets qui peuvent, pour certains, impliquer une incompatibilité alors que d'autres non. On prend le cas du nucléaire, par exemple. Voilà. Et puis ensuite, le quatrième et le dernier apport du texte que l'on peut identifier, ça peut paraître un peu un détail, et ça ne prend pas beaucoup de lignes, je trouve, dans le document, mais c'est important comme tel. C'est une bibliographie, c'est-à-dire une sélection des textes du magistère de l'Église sur les sujets économiques et financiers, des textes aussi bien du magistère pontifical, donc des textes émanant des papes, mais aussi des textes qui proviennent des conférences épiscopales, puisque différents pays, différentes conférences épiscopales ont déjà publié des documents, et Mansour Bonham s'est inspiré de ces productions nationales en France, aux États-Unis, en Italie, en Autriche et en Allemagne notamment, et donc pour montrer qu'il y a déjà des documents existants. C'est vrai que souvent les uns et les autres, on se demande mais où est-ce qu'on peut les trouver, et puis c'est un peu un maquis, tous ces textes. Et bien là au moins ils sont rassemblés avec toutes les références, et donc c'est une sorte de bibliothèque, en tout cas de bibliographie, qui permet d'acquérir une meilleure connaissance de la doctrine sociale de l'Église. Alors, en conclusion, j'espère que ce qui s'y voulait une simple bande-annonce aura rempli son rôle. La différence étant qu'une bande-annonce a pour but de nous inciter à être des spectateurs. Là, la finalité de cette incitation à lire Mansour Bonham est une finalité qui, à terme, veut faire de chaque lecteur de Mansour Bonham un acteur, et un acteur de la finance intégrale. Et je ne peux m'empêcher de vous lire dans le document au tout début, eh bien, la mention de cette notion d'investissement intégral. Il faut que je le retrouve. Je vais y arriver. Voilà, Mansour Bonham soutient l'émergence d'une génération nouvelle de ce que l'on pourrait appeler des investisseurs intégraux, en leur fournissant les enseignements de l'Église afin d'inspirer une vision et de développer une perspective qui soit plus large et plus inclusive. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Merci Don Jean-Rémy, merci Jean-Baptiste. Je trouve ça très beau de nous rendre compte que, alors qu'on pourrait penser que la doctrine sociale de l'Église est un vieux livre plein de poussière qu'on irait sortir d'une bibliothèque, de se rendre compte qu'elle continue à s'écrire. Voilà. La doctrine sociale de l'Église s'écrit encore aujourd'hui. On a à l'écrire, nous aussi. L'Église écrit cette doctrine sociale de l'Église en accompagnant l'humanité sur son chemin de vie. Et Mansour Bonham est bien une étape importante de cette constitution de doctrine sociale de l'Église en matière financière, un apport quand même nouveau. C'est un secteur qui a été peu encore labouré
par la doctrine sociale de l'Église. Tout à l'heure, je disais qu'il faut que la doctrine sociale de l'Église, on l'aide à atterrir. Là, Mensouram Bonham, elle atterrit dans le domaine de la finance. Et il faut qu'on continue, justement, et aller plus loin à travers, en particulier, ce guide pratique de l'investissement intégral. Alors, merci encore à tous les deux. Merci à Jean-Baptiste, en particulier, de tout son travail au Saint-Siège. Merci au Vatican d'enrichir la doctrine sociale de l'Église à travers ce document. Et puis, bande annonce pour, pas pour être spectateur, mais pour agir. Donc, évidemment, ne partez pas en vacances, puisque ça approche quand même. Ne partez pas sans Mensouram Bonham. Vous pouvez toujours télécharger sur Internet. Donc, voilà, vous n'avez pas l'excuse de ne pas avoir eu le temps de passer à la librairie pour acheter Mensouram Bonham. Voilà. Merci à tous les deux. Et nous passons maintenant à une autre publication. Nous l'avions présentée l'an dernier à la première journée de la finance intégrale. Il y avait une convergence de dates, puis c'était le jour, le 12 juillet dernier, où était publiée la vocation de l'investisseur à la lumière de la doctrine sociale de l'Église, qui avait été rédigée par un groupe de professionnels de la finance, qui a été rassemblé dans l'association Ora et Labora, qui porte l'organisation en particulier de ces journées de la finance intégrale. Ce livre qui a été publié le 12 juillet dernier chez Salvatore et qui a été élaboré sous la direction de don Jean-Rémy et moi-même avec tout ce groupe de jeunes professionnels. Une année plus tard, ou presque, nous rendons grâce pour les échos, les bons échos au sujet de ce livre. Aujourd'hui, il a été, alors ça n'a aucun intérêt financier là-dessus, mais c'est surtout de voir qu'il peut répondre à un certain besoin. Il a été vendu à un peu plus de 1000 exemplaires, et il vient compléter Mensouram Bonham dans le sens où il aide, la vocation de l'investisseur à la lumière de la doctrine sociale de l'Église, aide à approfondir la vocation de l'investisseur. D'une certaine manière, ce livre est en amont de Mensouram Bonham, et il a pour but de fortifier la vocation de l'investisseur. On a reçu de très nombreux témoignages de professionnels de la finance qui manifestent la belle fécondité de ce livre dans leur vie professionnelle. Et cet après-midi, je veux donner la parole à l'un d'entre eux et j'invite Anthony Vatine à monter sur scène. Alors, Anthony Vatine est le cofondateur de Keepers Multifamily Office à Lille. Il a lu la vocation de l'investisseur à la lumière de la doctrine sociale de l'Église. Et Anthony, à vous la parole. Merci mon père. Bonjour à tous. Alors, puisqu'on parle d'humain, je vais me présenter en 2 mots. Donc, Anthony Vatine, marié, 5 enfants. Un aîné étudiant à l'ESCA, donc je m'assurerai l'année prochaine qu'il ne séchera pas dans son cours de finance, les cours d'Elisabeth Gressieux. En plus, il intègre le master finance ESCA, un petit coup de pub gratuit pour l'ESCA. Donc par ailleurs, mon père l'a dit, donc je suis cofondateur de Keepers, qui est un multifamily office qui a démarré à Lille il y a 5 ans, installé également à Paris désormais. Ce mot barbare de multifamily office consiste à fournir un conseil indépendant, c'est important, et avec une vision holistique sur des patrimoines élevés en superficie, en taille, en agissant comme copilote aux côtés des familles sur des sujets qui sont aussi bien financiers qu'humains. Et pour les stats, donc Keepers conseille une vingtaine de familles et compte une vingtaine de collaborateurs dans son équipe. Voilà, tous très engagés. Alors, don Pascal André m'a invité à témoigner sur ma pratique de la finance intégrale, ce que j'ai accepté avec grand plaisir, y voyant une facette de mon rôle de témoignage face à un public bienveillant. C'est assez facile aujourd'hui de témoigner, je n'ai pas beaucoup de mérite. Alors, je souhaite tout d'abord partager l'anecdote de notre rencontre, puisqu'il y a 1 an environ, appel de ma belle-mère. Je remercie l'Esprit Saint de m'avoir incité à décrocher. Ma belle-mère me disant « J'ai entendu une chronique d'un livre qui va te plaire.
La vocation de l'investisseur, alors écrit par Don Pascal-André Dumont et Jean-Rémy Lanevert. Alors, auteur totalement inconnu de ma faible culture, je dois le reconnaître, mais titre très accrocheur pour mon métier et sous-titre pertinent pour ma foi chrétienne, à la lumière des doctrines sociales de l'Église. Le livre m'a véritablement transcendé, je dois vous le dire, puisque j'y ai découvert un parfait alignement avec la stratégie de mon entreprise, dont le métier porte principalement sur le conseil en investissement. Le livre ne me quitte pas, et il n'y a pas une semaine, je pense, sans que j'en fasse la promotion auprès de mon entourage professionnel. Puis un ami proche, Nicolas, fin connaisseur de la communauté Saint-Martin et des auteurs du livre, ami proche d'ailleurs de Don Jean-Rémy, a provoqué notre rencontre, et je me suis rendu à Évron pour un séjour très ressourçant et fécond. Mon témoignage aujourd'hui, je vais le scinder en 2 parties. J'ai environ 5 minutes là à vous parler, 5-8 minutes en tout. Mon expérience professionnelle au sein de Keepers, tout d'abord, et puis je me livrerai sur une réflexion plus personnelle, puisqu'il a été dit tout à l'heure que nous sommes l'objet du questionnement. Donc je serai l'objet du questionnement. Chez Keepers, les équipes sont profondément convaincues qu'une gestion éclairée des hauts patrimoines participe non seulement à leur croissance intrinsèque, mais aussi à la croissance soutenable de l'économie réelle. La mission dévolue au haut patrimoine suggère un engagement au-delà du volet financier. Et les familles détenant un haut patrimoine ont à minima le pouvoir de changer les choses, et de manière un petit peu provoque, je leur dis souvent le devoir de changer les choses, puisque d'autres ont injustement cette envie de changer les choses sans bénéficier des mêmes moyens. Pouvoir, devoir, je vous laisse juger. Et je n'ai aucun doute, mais alors vraiment aucun doute, sur le fait que l'utilité générée par cette mission accomplie leur procurera beaucoup plus de bonheur que l'enrichissement matériel qui y serait associé. Aussi, en termes d'héritage, puisqu'on parlait de temps long tout à l'heure, l'héritage laissé aux générations futures ne se comptera pas en euros et la reconnaissance reçue en retour sera décuplée. Keepers a adopté le statut de société à mission. Nous ne communiquons pas dessus, de peur du greenwashing, mais avec vous, je suis à l'aise. Et dans sa raison d'être, 2 grands objectifs. Le premier, c'est celui de guider les familles que nous accompagnons vers la construction d'un patrimoine à mission. Le mot « guider » n'est pas innocent. Le patrimoine à mission, c'est le parallèle de la société à mission. Et avec 2 pans dans cette mission interne à la famille tout d'abord, puis externe. En interne, le patrimoine doit être source de fierté, il doit être source de cohésion, il doit fédérer la famille, il doit apporter de la sérénité à la famille, et c'est bien en donnant du sens à son patrimoine qu'on atteindra cet objectif. Et la mission externe à la famille, elle consiste à mettre le patrimoine au service du bien commun, autrement dit, à concilier sans compromis et sans consensus mou une performance extra-financière et une performance financière. L'expression de l'absence de compromis et de consensus mou, c'est le pape François. Je suis radicalement convaincu du caractère vertueux entre l'une et l'autre performance, les sociétés les plus respectueuses des critères environnementaux et sociétaux étant les mieux valorisées. Et à l'inverse, il y a eu pas mal d'exemples récents, une société qui fait l'objet d'une controverse, voit son cours de bourse ou autre, s'effondrer en peu de temps. Et le deuxième axe de notre raison d'être, c'est d'activer avec pragmatisme et bon sens notre écosystème de partenaires, notamment au travers d'un engagement actionnarial exigeant. Ça a été dit il y a un instant sur Monsieur Bonham. Alors Monsieur Bonham, je vais faire une séance de rattrapage parce que moi je l'avais téléchargé, je l'avais lu, mais il est un petit peu dur pour moi, donc je vais faire quelques cours de rattrapage à la communauté Saint-Martin, mais je vais faire une V2. Et donc nous orientons les patrimoines tout d'abord vers des gestionnaires qui partagent les mêmes valeurs et la même vision de la finance. Et aussi l'exercice du droit de vote qui a été cité, c'est un pilier majeur de notre approche militante. S'impliquer sur une résolution d'assemblée générale ayant un enjeu sociétal ou environnemental est plus qu'un droit, sans doute une obligation. Au passage, sans être trop technique, entre les actions primaires et secondaires, mais détenir des actions au secondaire qui étaient dans les mains d'un autre sans les détenir sur un temps long et sans s'engager en tant qu'actionnaire, ça ne sert à rien. J'en parle avec qui veut à la pause. Chez Keepers, nous ne sommes pas à l'aise avec le mot « impact », alors je dois vous le dire aussi, bien trop utilisé et dont la définition étymologique peut prêter à confusion.
Vous pouvez regarder le Larousse ou le Petit Robert, l'impact, c'est un choc, c'est une collision. Donc allez dire à votre écosystème que vous lancez un fonds de collision, que vous avez une stratégie basée sur le choc ou la collision. Je ne suis pas sûr que ça fera effet, mais bon, l'impact sincère, why not, à condition de préciser qu'il est positif, mais je trouve le terme bien galvaudé comme beaucoup d'autres, et nous préférerons évoquer le terme utilité, qui est forcément cité à maintes reprises dans le livre, et notamment l'utilité de l'argent au service de l'économie réelle et des entreprises qui prennent en compte les enjeux cités. Dans ma société, dans notre société, nous essayons aussi de travailler sur l'exemplarité pour ne pas passer pour des donneurs de leçons. C'est ainsi que nous stimulons l'engagement associatif des collaborateurs et que nous engageons une démarche philanthropique à notre échelle, animée par les équipes qui choisissent elles-mêmes les associations à soutenir. Je citerai enfin en interne l'actionnariat salarié, ouvert à tous sans exception dans l'entreprise, convaincu qu'un partage de la performance est juste et contribue à l'épanouissement de chacun en phase avec le développement humain intégral. Pour poursuivre et terminer, à titre personnel, en tant que dirigeant d'entreprise, je pense avoir trouvé ma vocation autour de la mission de mon entreprise. Pas de vocation sans mission, dit le pape François, et je trouve dans la finance intégrale la justification de mon engagement sans relâche. Je trouve également dans la finance intégrale la justification des ambitions de croissance de notre société. Plus de travail et plus de soucis, oui, et avec l'objectif de faire dévier la finance de sa trajectoire, et plus Keepers grandira, plus notre utilité grandira. À propos de mission, Emmanuel Delaville, je vous ai senti un peu en recherche là tout à l'heure. Je vous invite à venir me voir chez Keepers, j'ai une ou deux idées pour vous. Lors de ma visite à Évron, je me suis ouvert au Père Dumont sur ma difficulté à exprimer ma foi chrétienne, souci que nous partageons pour beaucoup dans la pratique de la finance intégrale. Alors, ces conseils précieux se résument autour d'une recherche d'adaptabilité, la fameuse intelligence émotionnelle ou intelligence de situation, et une confiance en l'Esprit Saint et en ses généreux dons pour faire face à toutes les situations. Dans la volonté affichée de Keepers d'atteindre une performance intégrale, sous-entendu une performance financière et extra-financière, la référence aux encycliques du pape Laudato Si sur l'écologie intégrale et Fratelli Tutti sur le développement humain intégral n'est pas évidente et d'ailleurs ne s'impose pas, c'est ma conviction. J'estime tout d'abord que le message du pape est universel et qu'il ne s'adresse pas qu'aux chrétiens. Aussi, les chrétiens n'ont évidemment pas l'exclusivité des préoccupations environnementales et sociales. La finance intégrale aura probablement gagné son lapsus. La finance aura, j'ai voulu dire la finance a. Bon, la finance intégrale aura probablement gagné son pari le jour où elle s'imposera sans référence à sa source. Le pari est déjà gagné chez Keepers, puisque Shadi, qui est égyptien, Mehdi, qui est marocain, tous deux musulmans, ont adopté le vocabulaire avec une très grande facilité. Beaucoup d'acteurs engagés pratiquent finalement la finance intégrale sans en connaître le fondement dans la doctrine sociale de l'Église. Le momentum est bon, a dit le Père Dumont tout à l'heure, et je le partage. Si mon engagement est d'abord un engagement d'action lié à mon activité professionnelle, je vous livre aussi que c'est un engagement spirituel à titre personnel. En effet, la finance intégrale me rend curieux sur la parole du Christ et sur la doctrine sociale de l'Église. Elle déclenche mes envies de lecture, de réflexion et de rencontre pour le grand bien d'une foi qui a besoin d'être nourrie. La finance a engagé sa mutation, j'en suis convaincu, et a besoin de tous les acteurs que nous sommes pour changer d'échelle et se mettre au service de l'économie réelle et des grandes transitions à opérer. Transition environnementale, transition industrielle, transition agricole et tout ce que vous connaissez. L'excellente comédie musicale Bernadette de Lourdes, que je recommande d'ailleurs, que certains connaissent, reprend dans sa chanson « Allez dire » les mots suivants. « Chacun porte en lui, enfoui et caché, ce pourquoi il est là. » Donc allez dire, allons dire, soyons tous des annonciateurs de cette autre bonne nouvelle, soyons les pèlerins d'Emmaüs pour témoigner ce que nous voyons et ce en quoi nous croyons. Engageons-nous ensemble sur ce chemin infini. Voilà. Merci, cher Anthony. Merci d'avoir accepté simplement de nous partager votre témoignage suite à la lecture du livre. Je pense que ce témoignage ne peut que nous stimuler, nous inspirer.
et je ne peux qu'appuyer votre message en appelant comme vous à l'engagement courageux pour une finance intégrale dans un terrain qui reste le terrain ordinaire et difficile, bien sûr. Et puis, Anthony, n'oubliez pas d'embrasser votre belle-mère de ma part. Je ne la connais pas encore, mais elle est très chouette et je serai très ravi à l'occasion de la rencontrer. Il y a des belles-mères qui sont vraiment... qui veillent sur leur gendre. C'est très beau. Nous passons à l'intervention suivante. Nous changeons d'intervenant, mais nous restons sur du lillois. J'invite Louis Noiret à monter sur scène. Chers amis, nous savons que la doctrine sociale de l'Église a besoin d'être approfondie. L'an dernier, après la première journée de la finance intégrale, nous avions constitué 2 groupes de travail. L'un sur la DSE, et on en a parlé dans la première table ronde, et un deuxième groupe de travail sur le juste prix. Nous avons tenu plusieurs réunions tout au long de l'année, et j'ai demandé à Louis Noiret de nous faire une synthèse en 10 minutes, de l'état de la réflexion sur ce thème du juste prix, qui est un thème central de la doctrine sociale de l'Église. Louis Noiret co-dirige avec son frère Marc-Antoine le cabinet Noiret Patrimoine à Lille, et il suit parallèlement à sa responsabilité professionnelle un cursus de théologie à la Cato de Lille. Le cabinet Noiret Patrimoine est spécialisé dans la finance solidaire et le partage du profit. Je me permets de faire un tout petit coup de pub, parce que Louis est en train de développer un nouveau produit, et je disais tout à l'heure qu'on est appelé à être innovant. Louis est en train de développer un nouveau produit d'épargne salariale, investi exclusivement dans des fonds responsables ou solidaires. D'ailleurs, le fonds Procléron en fait partie. C'est une belle innovation qui permet de démocratiser l'investissement dans la finance solidaire, en particulier à travers l'épargne salariale. Donc, bravo pour cette innovation qui vient de sortir. Mais revenons à notre sujet. Où en sommes-nous dans la réflexion sur le juste prix? Louis, à toi la parole. Merci Don Pascal André, merci pour votre introduction et ce petit coup de pub. On a des plaquettes à l'étage également pour ceux que ça intéresse. Mais voilà, vous avez compris l'objet de mon intervention, c'est pas de vous faire de la publicité sur notre innovation d'épargne salariale, mais bien de vous parler de l'état de la réflexion de notre petit groupe de travail sur la question du juste prix. Cette question, qui est une question centrale de la doctrine sociale de l'Église, en se penchant sur elle, on s'est rendu compte, dans le cadre de ce groupe de travail, que cette question n'était en fait pas du tout traitée dans le monde économique et financier. Cette notion, qui est pourtant une notion classique de la pensée sociale chrétienne, elle n'est pas du tout admise dans notre monde néolibéral. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, pour le consommateur, le juste prix, c'est le prix le plus bas. Pour le producteur, le juste prix, c'est le prix le plus élevé. Mais cette notion de juste prix en tant que rencontre du marché et de la justice, elle n'est pas du tout abordée dans notre monde économique. Donc d'abord, le premier constat qu'on a fait quand on a commencé à constituer ce groupe de travail et à travailler sur cette question du juste prix, c'est un constat d'étonnement. En disant, on est étonné qu'un sujet aussi central que le prix, dans nos sociétés qui plus est, où la notion de justice est une notion prédominante, ne soit pas traitée. Alors on se pose beaucoup la question du social et des formes d'injustice, mais sans remettre en cause les raisons de cette injustice dès lors qu'elle touche au prix ou à la rémunération des choses. Pourtant, grâce notamment aux apports dans ce groupe de travail du docteur Elisabeth Gressieux et de Pierre Delauzin et d'autres que je ne vais pas tous citer, on a pu trouver dans la littérature sociale chrétienne un éclairage sur cette notion de juste prix.
à commencer par saint Thomas d'Aquin qui nous dit, qui considère que le juste prix dépasse la seule théorie économique, car il s'insère dans un cadre moral, celui de la recherche du bien commun. Donc en partant de cet étonnement pour ce sujet non traité, notre groupe de travail a essayé de se pencher sur la question du juste prix au sein de notre secteur financier, au sein du domaine financier. Et là, on s'est rendu compte du champ d'application de cette notion à notre secteur. La question du juste prix, elle s'y pose tout le temps. Évidemment, par le juste prix des biens et des services qui sont vendus, mais aussi par la juste rémunération, le juste salaire de nos collaborateurs, par les justes frais des produits qui sont commercialisés, par les justes dividendes des actionnaires des entreprises, par la juste valorisation de ces mêmes entreprises, par le juste profit ou la juste rentabilité, qui sous-tend une question notamment de la juste rentabilité de l'entreprise comparativement aux capacités productives des hommes et des femmes qui la composent, etc., etc., etc. Donc, on a pu constater que cette question, qui est donc assez centrale, cette question de justice, de juste prix, qui est assez centrale dans le secteur financier, elle n'était pas traitée. Et force est de constater que quand quelque chose n'est pas juste, eh ben, il est injuste. Voilà. Donc là-dessus, on a la chance d'avoir un document qui a été publié par le Saint-Siège et dont Pascal André a parlé en introduction de cette journée, qui est intitulé « Economicae et pecuniarie quaestiones » et qui nous éclaire en nous disant, je cite, « Ce qui est moralement inacceptable, ce n'est pas le simple fait de faire un gain, mais celui d'utiliser à son avantage une inégalité pour générer des profits importants au détriment des autres. C'est de faire fortune en abusant de sa position dominante au détriment d'autrui, ou de s'enrichir en nuisant au bien-être collectif ou en le perturbant. » Donc on voit bien ici dans cette citation ce que peut nous apporter la doctrine sociale de l'Église comme élément de compréhension du juste prix, et notamment sur le cadre moral, sur le fait que ce n'est pas uniquement un principe de théorie économique. Voilà. Donc une fois ce constat posé, de l'importance du juste prix dans le secteur financier, on a pris conscience au sein de notre groupe de travail que c'était quand même assez complexe cette question, parce que la recherche du juste prix, elle implique des réflexions à plusieurs niveaux. Je vais vous donner un exemple, plusieurs exemples. Les conditions d'un marché optimal, avec une rencontre de l'offre et de la demande, sont-elles réunies ? Est-ce que les règles de marché sont suffisamment connues et respectées par les acteurs ? Ou alors, en l'absence d'un marché large, d'un marché organisé, donc dans une transaction par exemple de gré à gré, comment faire en sorte que la relation soit juste ? Voilà. Donc on a compris que la complexité, elle résidait dans les deux dimensions qui intègrent la détermination d'un prix juste. C'est la dimension organisationnelle, donc l'organisation des marchés financiers, l'organisation du secteur financier en tant que tel, et la dimension comportementale, avec le comportement éthique des acteurs qui composent ce marché. Et donc, en effet, ce juste prix, il ne réside pas simplement sur le principe d'une simple égalité entre les parties, c'est une notion de concurrence pure et parfaite, tout simplement, mais il doit aussi tenir en compte de l'équité entre ces mêmes parties. Et donc ça implique une éthique propre des acteurs pour définir cette équité. Voilà. Donc vous l'avez compris, on a commencé par un constat d'étonnement, ensuite on a constaté et on a pris conscience de la complexité et de l'aspect multifactoriel dans la détermination du prix. Et on a également, durant cette année, eu l'occasion d'étudier plusieurs cas concrets et de faire l'analyse de la détermination actuelle du prix dans différentes professions du secteur financier, comme celle de conseiller en gestion de patrimoine, que j'exerce par ailleurs, ou comme acteur de la microfinance, comme société de gestion de microfinance, par exemple. Et ça nous a permis d'y voir à la fois les aspects positifs dans la détermination du prix actuel et aussi les limites dans cette fixation de prix. On s'est aussi rendu compte de la difficulté d'intégrer différents paramètres
dans la construction d'un prix juste et de l'interdépendance, de la dépendance des acteurs dans la fixation de ce prix. Comme dans tout secteur, dans le secteur financier, on a une chaîne de valeur avec des acteurs qui sont étroitement liés et que donc forcément dans la détermination de ce prix, il y a une multitude d'acteurs qui peuvent intervenir. Voilà. Après cette première année, la prochaine étape de notre groupe de travail, celle qu'on s'est fixée, c'est de réfléchir sur cette question, qui n'est pas des moindres, comment, à la lumière de la doctrine sociale de l'Église, construire le juste prix. Et donc, je voudrais terminer mon intervention par un petit témoignage de ce que m'a apporté ces réflexions autour du juste prix dans mon cabinet, dans notre activité de conseil en gestion de patrimoine. Donc notre cabinet, comme le disait don Pascal André, est un cabinet qui est spécialisé sur la thématique de la finance solidaire. Et nous avons toujours eu à cœur, avec Marc-Antoine, avec qui je dirige le cabinet, d'adopter un modèle qui soit ancré dans l'économie sociale et solidaire et porté vers cette notion de justice sociale. Donc rapidement, pour ça, on a le statut de fondation actionnaire. Donc on est détenu, notre capital est détenu à 100% par un fonds de dotation. Et nous avons des statuts de l'économie sociale et solidaire qui prévoient notamment un encadrement de notre politique de rémunération qui est fixe et encadré, et un certain nombre de mesures pour répondre justement à cette volonté d'être ancré dans l'économie sociale et solidaire. Donc notre modèle a toujours été assez simple, de partager notre résultat entre la mise en réserve pour le développement de la société, les dividendes qui sont versés à notre fonds de dotation pour soutenir des projets associatifs sous forme de dons, et une dimension dont Anthony a parlé avec l'actionnariat salarié, qui est le partage de la valeur, qui, avec un accord de participation, qui partage une part du résultat à parts égales entre tous les collaborateurs. Et en étudiant notre modèle de cabinet avec notre groupe de travail sur le juste prix, on a réalisé, pour vous donner un exemple, que notre accord de participation n'était pas ajusté. On partage aujourd'hui 15% du résultat de la société à parts égales entre tous les collaborateurs, ce qui représente à peu près entre 1 et 2 mois de salaire, indépendamment de leur niveau d'implication et de responsabilité. Et on s'est à plusieurs reprises retrouvés à constater que certains collaborateurs les plus engagés et les plus responsabilisés percevaient la même prime que d'autres collaborateurs moins responsabilisés ou moins impliqués, et ce qui n'était pas nécessairement juste. Et donc cette réflexion autour du juste prix, elle nous a incité à prendre du recul sur notre modèle, qui a toujours été orienté vers notre volonté d'avoir un modèle solidaire et en accord avec cette notion de justice sociale qui nous est chère. Et on a pu comprendre que cette notion de juste prix, elle était finalement un savant dosage entre plusieurs principes, et notamment entre le principe d'égalité et le principe d'équité. Voilà. Et en conclusion, de façon générale, ce groupe de travail a été pour moi un enrichissement sur ce que l'Église a à nous dire dans la gestion de nos organisations, de nos sociétés. Et je pense que c'est vraiment un apport fondamental de pouvoir prendre ce recul pour écouter ce que l'Église a à nous dire et pour pouvoir réfléchir à comment l'appliquer concrètement. Voilà, je vous remercie. Merci Louis, merci de ce point d'étape sur le juste prix. On voit bien que la réflexion doit encore s'approfondir. Oui, quand on commence à creuser une question doctrine sociale de l'Église et cette question du juste prix en particulier qui touche un peu toutes les dimensions de l'activité économique financière, et on voit que ça peut nous mener assez loin, parce qu'on se rend bien compte que le juste prix, c'est quand même une clé importante d'ajustement de toute l'activité économique et financière. Et il me semble évident que la finance intégrale doit prendre cette question à bras le corps. En fait, il y a plein de groupes de travail à créer sur plein de sujets liés à la doctrine sociale de l'Église pour la mise en application dans le concret de la vie, par exemple, sur la gouvernance. C'est quand même un des 3 critères. C'est pauvre, pauvrissime, la réflexion sur la gouvernance de l'entreprise aujourd'hui, à travers les indicateurs qui sont habituellement utilisés, alors que la doctrine sociale de l'Église pose plein de questions sur la gouvernance d'une entreprise.
même sur la manière de mettre en place la subsidiarité, sur l'exemplarité des dirigeants, sur l'éthique des affaires. Enfin, il y a plein de sujets que nous devons creuser. Donc, si vous avez des idées de créer des groupes de travail, allez-y. Ça vaut la peine. Il faut approfondir cette doctrine sociale de l'Église. Ça nous servira justement à alimenter ce guide pratique. Pour réfléchir à ces questions, pour lancer ces réflexions, je vous invite aussi à aller puiser aux sources qui existent déjà et qui sont plus faciles d'accès que le compendium de la doctrine sociale de l'Église. Je vous invite en particulier à aller lire les cahiers Pro Persona que vous retrouvez sur le site propersona.fr. Il y en a un par mois, c'est 4 pages, ça aborde chaque fois un autre sujet. C'est donc facile à lire. En gros, en une bonne dizaine de minutes, c'est fait. Il ne s'agit pas de cocher la case. Ça ouvre une réflexion personnelle ou avec d'autres d'ailleurs. Certains les utilisent en groupe justement pour réfléchir sur une thématique. Et vous en avez un qui s'intitule justement « Faut-il se soucier du juste prix ?» Voilà, la réponse est assez claire, je crois. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser les cahiers propersona.fr. Aujourd'hui, il y en a pratiquement 80 cahiers qui sont à votre disposition gratuitement sur le site propersona.fr. Il en sort un chaque mois. Il suffit que vous mettiez votre adresse mail sur le site pour recevoir le cahier chaque mois. Voilà. Nous terminons notre deuxième séquence par le parcours de formation à la finance intégrale. Et j'appelle sur scène Stanislas de Quentin, Guillaume Descourtis et Édouard Vatrin. L'association Ora et Labora, après avoir porté la rédaction et la publication du livre « La vocation de l'investisseur à la lumière de la doctrine sociale de l'Église », a décidé de transformer son contenu, le contenu du livre, en un parcours de formation à la finance intégrale. Et lors de la première journée de la finance intégrale l'an dernier, nous avions informé que nous mettions ce parcours en phase de test avec un nombre réduit de participants. Stanislas, Guillaume et Édouard ont porté ce parcours et sa mise en test. Ils vont nous en faire un bilan, nous présenter les perspectives d'avenir. Je leur laisse la parole. Ils vont d'ailleurs se présenter eux-mêmes. Bonjour à tous. Alors, effectivement, comme vient de l'annoncer Don Pascal André, Ora et Labora nous a confié il y a 2 ans la mission effectivement de lancer le parcours de formation à la finance intégrale. Et donc on l'a fait donc avec Édouard Vatrin et Guillaume Descourtis. On a travaillé durement et on a annoncé donc l'année dernière, quasiment à la même époque, qu'on lançait la première promotion, donc qui a eu lieu à partir de septembre, après la Toussaint. On a fait 5 sessions, on va vous en parler un peu plus en détail. Donc d'ailleurs aujourd'hui il y a beaucoup de membres de cette promotion, on était une quinzaine, ils sont quasiment tous là aujourd'hui, et on a été très très contents en fait de cette première session, cette première promotion. On ne savait pas trop à quoi s'attendre, et au final on s'est rendu compte que c'est un réel succès, je crois qu'on peut vraiment le dire. Donc on va faire la 2e promotion cette année, avec des nouveaux formateurs. Là, cette année, nous étions les 3 formateurs. Je tiens à dire d'ailleurs que moi, je ne suis pas co-auteur du livre « La vocation de l'investisseur ». Je suis arrivé un peu plus tard dans Ora et Labora, mais il y a aussi d'autres intervenants qui sont venus participer et donc partager leurs connaissances. C'était vraiment très, très enrichissant, je les remercie d'ailleurs. En 2 mots, l'objectif de la formation, c'est de réfléchir aux applications concrètes de tous les principes qui sont développés justement dans la vocation de l'investisseur. Comme ça a été évoqué dans la première table ronde, finalement, la doctrine sociale de l'Église, ça reste quand même assez théorique. Et l'idée de cette formation, c'est de se retrouver
un peu sur le modèle, initialement c'était le modèle du parcours Zaché, que vous connaissez peut-être. Alors on l'a fait beaucoup plus court, hein. Le parcours Zaché ça dure 1 année, là c'est en 5 sessions, on va y revenir tout de suite. Mais l'idée c'était ça, c'était de se retrouver en petits groupes et de partager, de réfléchir à des applications pratiques de ces grands principes. Alors on commence par on en parle évidemment, hein, il y a une partie théorique, mais il y a aussi une partie concrète, c'est vraiment l'objectif de réfléchir entre professionnels de la finance pour mettre en pratique tout ça. Et on a appris énormément de choses. Il y a Arthur qui va venir nous en parler. Ça a donné plein d'idées à plein de monde. Il y a 2 témoignages qui vont arriver après. Et franchement, moi, on fait un constat très positif de cette formation. Avant de laisser la parole à Guillaume qui va nous présenter justement un peu les grandes lignes de cette formation, il y aura un QR code à la fin de cette présentation. N'hésitez pas à le scanner et à vous inscrire, à laisser votre email si vous voulez être tenu informé de la 2e promotion. Ça n'engage à rien, mais si vous voulez être tenu informé, n'hésitez pas. Merci Stanislas. Alors en effet, le parcours a rassemblé des professionnels de la finance venant de divers horizons. Nous-mêmes représentons 3 types de finances totalement différentes. Le private equity en ce qui me concerne, la finance de marché et tout ce qui est lié à l'énergie pour Édouard, et Stanislas, la crypto-monnaie. Autant vous dire que ça brassait large. Mais le groupe a également été composé de gens de tous âges, c'était un sujet de discussion tout à l'heure, tout le monde est appelé à participer, quel que soit son état de vie ou son avancée dans sa carrière professionnelle. Il y a une slide juste après, s'il vous plaît, qui récapitule un petit peu comment le parcours est déroulé. En fait, il s'inspire directement de l'ouvrage « La vocation de l'investisseur à la lumière de la doctrine sociale de l'Église » dont nous avons pu parler. Et il reprend cet ouvrage sur l'angle du voir, juger, agir, sur la finance au sens large, et comment est-ce que nous tous, en tant que professionnels de la finance ou personnes étant confrontées à des sujets d'investissement, donc pas forcément travaillant au quotidien, mais peut-être pour des raisons familiales ou d'intérêt évident et pratique, sommes amenés à nous interroger sur notre acte d'investir. Épargner est une forme d'investissement, donc en fait nous sommes tous concernés. Si vous avez un gros patrimoine, vous épargnez, vous avez un impact. Ça a été suffisamment dit dans les différentes interventions, notamment celle de Keepers tout à l'heure. Donc une séance type, comment se déroule-t-elle? Tout simplement un moment d'accueil, ensuite en amont de la séance, des documents ont été amenés à être étudiés par chacun des participants pour que la discussion soit directement dans le vif du sujet. Une discussion qui va être introduite par un petit topo introductif par un des organisateurs, suivi ensuite d'un échange par petits groupes. Moment qui en fait s'est avéré être le moment le plus riche et le plus inattendu pour nous, organisateurs de ce parcours, parce que c'est là où se rencontrent les différentes réalités de nos pratiques respectives de l'acte d'investir, d'épargner, donc de la finance en action. S'ensuit un moment d'échange, de restitution de chacun des petits groupes. Donc dans le cas présent, c'était des petits groupes de 5-7 personnes. Et on se rend compte qu'à une même question, parce que chaque groupe a travaillé sur une question d'ouverture à la suite du topo, sur une même question, tout le monde répond quelque chose de totalement différent ou à des problématiques, à une façon d'aborder la problématique de façon différente. Et c'est ce moment d'échange qui est extrêmement enrichissant, qui se suit ensuite par un topo, on va dire, conclusif, ou une intervention d'un grand témoin, ou moins grand témoin, mais d'un intervenant tiers qui vient enrichir cette séance. S'ensuit bien sûr un petit moment convivial derrière. Donc le parcours en 5 séances permet d'aborder un certain nombre de questions qui sont listées ici. Donc le voir pour les défis actuels de la finance, le juger, qu'est-ce qu'investir, les critères de l'investissement intégral, et le agir, comment est-ce que cela nous parle à nous, chacun, individuellement. Pour ça, quelques exemples de questions qu'on a pu être amenés à poser aux différents intervenants, aux différents groupes, dans leur phase de réflexion. Investir, est-ce un acte moral? Qu'est-ce qu'investir? Comment pouvons-nous résister aux tentations de la finance en tant qu'investisseur? Est-ce réaliste d'envisager d'y résister?
Quelle distinction faire entre la justice et la charité, et où commence la charité? Toujours dans la perspective de l'acte d'investir. Donc voilà un peu les exemples de questions que nous pouvons nous poser pour, je reprendrai les termes du professeur Elisabeth Grécieux, réfléchir et s'entraîner pour apprendre à mettre en œuvre des vertus morales personnelles donc dans notre pratique de l'investissement. Alors comme cela est un chemin permanent, je vais appeler maintenant Arthur à nous rejoindre, ainsi que Anne-Frédérique et Patrice, qui sont deux membres, enfin trois membres qui ont... Anne-Frédérique, je vois que tu ne bouges pas, et Patrice, qui donc sont trois participants du parcours, et vont pouvoir vous témoigner un peu des fruits qu'ont donné ce parcours dans leur pratique quotidienne de leur métier, et comment est-ce qu'ils ont voulu poursuivre derrière ce parcours, somme toute, trop bref. C'est le principal reproche qui nous a été fait, c'est que 5 séances, c'est trop peu, pour pouvoir continuer à nourrir leurs réflexions. Bonsoir à tous. On y va un par un, on fait... Ok. Bonsoir à tous. D'abord un peu de contexte avant d'expliquer l'impact qu'a eu le parcours. Quand on m'a invité à participer à ce parcours, je me sentais assez désengagé de tous ces sujets ESG dans mon entreprise. Je suis salarié d'un grand groupe du CAC 40. Et donc il y a énormément d'argent qui est mis là-dessus, des équipes dédiées, beaucoup de mouvements en interne. Et malheureusement, bien que ça soit super, l'effet que ça a eu sur moi, c'est que ça m'a un petit peu déresponsabilisé et désengagé de ces sujets-là. Et ce qui me mettait dans une situation assez inconfortable, parce que j'avais beaucoup de convictions, mais assez peu de moyens de les exprimer. Et on m'a proposé ce parcours, et ça a été un déclic pour moi, une vraie bouffée d'oxygène, où d'un seul coup, je me suis mis à me rendre compte de l'action que je devais mener en interne dans mon entreprise pour avoir de l'impact. Et en fait, il y a trois grands sujets qui m'ont aidé dans ce parcours, trois grands piliers qui m'ont vraiment permis d'avancer. Le premier, c'est le bagage de la doctrine sociale de l'Église qui nous est transmis sur tous ces thèmes, ces moments de discussion et ces témoignages qui sont d'excellente qualité et qui m'ont permis moi-même d'améliorer ma compréhension et ma cohérence dans les actions que je devais mener. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment enraciné dans mes convictions. Et les deux autres piliers m'ont fait avancer et m'ont lancé en chemin. Le premier, ça a été lors de la session d'introduction où le mot humilité a été discuté, et en fait, où je me suis rendu compte qu'avoir une action humble mais concrète permet d'avancer, tandis que vouloir absolument tout changer et avoir une action sur l'ensemble de mon entreprise me faisait tout simplement stagner. Le troisième, c'est que c'est un chemin personnel presque de conversion, de vouloir avoir cet impact-là, et qu'il était aussi important de le mener moi-même que d'essayer de lancer d'autres personnes et d'autres collaborateurs autour de moi sur ce chemin-là. Et donc pour faire ça, avec mon petit groupe, donc mon petit sous-groupe, je me suis donné comme objectif, après chaque session, de me fixer une action concrète, et de m'y tenir, et de venir ensuite, la séance suivante, expliquer ce que j'avais fait, ce qui avait marché, ce qui n'avait pas marché, pour pouvoir comme ça, petit pas par petit pas, avancer et essayer d'avoir de l'impact dans mon entreprise. J'ai fait des choses très simples, parler avec mes collaborateurs de l'impact extra-financier qu'ils pouvaient avoir dans leur travail, et leur demander tout simplement comment je pouvais faire pour les aider à en avoir plus. Et j'ai fait des choses un peu plus concrètes. J'ai débloqué une partie de notre volume d'investissement sur nos actifs, alloués aux personnes qui y travaillent pour améliorer leur qualité de vie au travail. Donc c'est un des engagements que j'avais pris pendant les sessions. Et le fait d'avoir le petit groupe qui me soutenait et puis la semaine d'après, je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose, ça m'a permis d'avancer. Voilà, tout ça pour dire que ça fait maintenant 9 mois on est à peu près 9 mois après le parcours, et ma relation à ce sujet-là a drastiquement changé après le parcours. Maintenant, je fais entendre ma voix, j'ose dire quand je ne suis pas d'accord sur la façon de faire, et je propose des pistes d'action. Donc merci beaucoup pour ça, parce que je me sens beaucoup plus à l'aise maintenant.
au quotidien. Et je suis content des impacts que j'ai eus et j'espère en avoir d'autres grâce à ça. Et alors, comme le parcours justement était trop court, Patrice et Anne-Frédéric vont nous présenter maintenant comment faire durer cet impact dans le temps pour des gens comme Arthur et nous-mêmes. Nous sommes bien sûr les premiers concernés par ça. Merci. Donc moi, Anne-Frédéric Cabasset. Donc moi, effectivement, j'ai rejoint le parcours par curiosité à la suite de cette première journée intégrale de la finance intégrale de l'été dernier. Et donc, à l'issue des 5 séances très riches, très denses, beaucoup d'échanges, des temps de préparation, comme Guillaume l'a dit. Donc, ça, c'est effectivement très important de bien préparer pour pouvoir avoir une richesse dans les échanges entre nous en petits groupes et puis après avec les restitutions. Donc, à l'issue de ces 5 séances, on s'est trouvé un peu démunis de se dire que finalement, on va plus se retrouver. Et donc, on a lancé l'idée de créer les alumni. Donc, on sera la première, donc on sera les 15 premiers. Donc, l'idée derrière, c'est de pouvoir récupérer, accueillir tous les futurs participants de ce parcours. Voilà. Peut-être que tu veux, Patrice, compléter. Oui, effectivement, on va créer une communauté qui a vocation à grandir, à être des dizaines puis des centaines. Moi, égoïstement, la raison pour laquelle je souhaite devenir formateur et vous rejoindre l'année prochaine, c'est pouvoir continuer à partager ces moments de convivialité dont tu as peu parlé, mais qui font tout le sel de ces moments. C'est avant tout des histoires d'hommes, et ça commence par le fait de se retrouver à 11h, à déboucher une bouteille de vin et à prendre des apéritifs franchouillards, comme le disait Pascal André, à l'issue de nos séances, et qui font qu'on se rencontre et on a le temps de creuser des sujets et d'aller au fond, en complément de la réflexion intellectuelle. On a ces moments de convivialité vraie. C'est un moment de spiritualité aussi, puisque la prière est présente pour ceux qui le souhaitent durant ces séances. Et puis ensuite, il y a un objectif un peu plus long terme qui est de faire atterrir les principes de la DSE et de Mensura Bonam dans nos pratiques. Et ça passe par le fait qu'au travers de ce groupe d'alumni, nous pourrons continuer à réfléchir ensemble à toutes les différentes facettes de la DSE dans nos activités professionnelles, et ainsi pouvoir nourrir en retour la réflexion pour les versions 2, 3, 4 du petit livre bleu, qui aura peut-être autant de succès que le petit livre rouge, si Dieu le veut. Merci beaucoup. Alors effectivement, 3e slide, nous recrutons, vous l'aurez compris, l'objectif est que ce parcours se diffuse. Alors pour ça, on vous aide. On nous aide par un support. Tous les topos, les interventions pour les différentes séances sont disponibles pour qui voudrait lancer un parcours ailleurs qu'à Paris ou ailleurs qu'à Paris. Donc il n'a pas été nécessaire d'être formateur d'être formé pour pouvoir être formateur. C'est accessible à tous et on vous aide pour ça. À titre d'exemple, les réflexions sont en cours pour que l'année prochaine, plusieurs parcours aient lieu à Paris, certes, mais au Luxembourg peut-être, ou pourquoi pas à Lyon ou dans d'autres villes si certains ici se portent volontaires. Nous saurons les soutenir. Ce QR code, comme Stanislas vous l'a dit, vous permettra également, si vous scannez et que vous inscrivez, d'être tenu informé des prochains parcours qui vont être lancés l'année prochaine. Donc sur un format qui sera toujours effectivement court, de 5 séances, donc une fois toutes les 2 ou 3 semaines, hors vacances scolaires, ce qui permet de ne pas bloquer toute l'année et de faire l'effort de s'impliquer, parce que le parcours nous le rend bien. Et en plus, ça permet ensuite d'intégrer les alumni pour continuer à se nourrir de façon permanente. Juste un dernier mot dans le prolongement de ce que vient de dire Guillaume. Pour ceux qui sont intéressés d'être formateurs directement pour l'année prochaine, on tient une réunion le 26 juin prochain. Donc ceux qui sont intéressés potentiellement, venez nous voir aujourd'hui et on pourra en discuter. Voilà, merci beaucoup en tout cas à tous nos intervenants
et à très bientôt. Ouais. Mille merci à Stanislas, Guillaume et Édouard d'avoir porté ce parcours de formation en finance intégrale. Vous y avez mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, un zèle incroyable. Vous avez fait un travail de titan et vous êtes vraiment géniaux. J'ai eu l'occasion moi, de faire la réunion de clôture de ce parcours. J'ai été quand même émerveillé par ce que vous avez pu en tirer. Et je suis très heureux que cette initiative ait été prise et qu'elle puisse continuer en ayant d'autres parcours qui se mettent en place à Paris et ailleurs, comme vient de le dire Guillaume. Merci aussi à Arthur d'avoir partagé son expérience. Et voilà, c'est un beau projet et qui est nécessaire. Donc n'hésitez pas, QR code, si vous voulez participer à ce parcours, si vous voulez être formateur dans un de ces parcours, manifestez-vous. Voilà. Nous terminons cette deuxième séquence. J'en profite pour remercier une fois de plus nos partenaires qui rendent possible cette journée, Mescar, Credo Lending, Backbone, Aliter Invest, Noir et Patrimoine, le Fonds du Bien Commun, le CED Finance Éthique, Flornoy Ferry, Angélor et la financière de l'Échiquier. Je remercie aussi toute l'équipe d'Orette Labora qui en a apporté la préparation et l'organisation tout au long de l'année. À l'extérieur, vous avez, tout près de l'entrée, vous avez pris vos badges, vous avez un stand qui vend des livres. Vous avez La vocation de l'investisseur dont on a parlé tout à l'heure, que vous pouvez acquérir. Vous avez aussi un autre livre écrit par un des co-rédacteurs de La vocation de l'investisseur, qui est un livre d'Alexis Rostand, L'économie, une science barbare, point d'interrogation. Vous pouvez aussi acquérir ce livre-là à cet endroit-là. Voilà. Et maintenant, donc, nous pouvons passer à notre buffet franchouillard bien mérité, sous le signe de l'amitié, de la rencontre, de l'échange, et le tout dans la joie. Et nous nous retrouvons ici à 20h10, précisément dans la salle, pour pouvoir vraiment débuter la dernière séquence à 20h15. Merci à tous nos intervenants de cette deuxième séquence et bon appétit à tous.